Allez, on va regarder quelques outils de base. On va se contenter de ça et ça rapidement, parce que j'aimerais parler quand même de la deuxième partie. Qu'est-ce que vous pouvez en faire Alors, là, donc, 4 piliers de la sociocratie. Donc, le cercle, ça c'est assez facile. Le double lien, c'est assez facile. Le consentement, c'est un peu, il faut comprendre. Et l'élection sans candidat, c'est pas difficile. On est sur des concepts assez faciles à mettre en œuvre. Donc, moi, j'y vois aussi un intérêt très pratique. Alors, le cercle, voilà, le cercle, c'est l'entité de base où on décide, d'accord? Donc c'est formé par un groupe de personnes qui partagent une mission commune. Donc un cercle va s'attaquer à une sous-partie du projet global finalement. Donc il poursuit un but clairement identifié, articulé avec le but des autres cercles auxquels il est relié. Hein, si je reprends le schéma, hop, voilà, on va avoir des cercles reliés comme ça. C'est bon, non, ça va. Merci, c'est qu'il est un peu loin. Voilà, donc chaque cercle va définir ses propres objectifs, ses processus de travail, ses activités, la mesure de résultat, toujours dans le respect des objectifs de la raison d'être. Donc, la règle de base, c'est le consentement. On dit consentement ou gestion du consentement, et il s'enrichit, donc on n'apprend rien, d'accord? C'est le cercle. Donc, d'où l'importance, c'est vrai, c'est toi qui disais ça, dans votre structure, déjà faire l'exercice de regarder, tiens, et si je mappais ça, comme on dit, avec des cercles adjacents. C'est le cas, hein. On a des pôles, des commissions. Voilà, mais il faut regarder voilà, comment tout ceci est enchaîné, si tu veux, parce qu'il y a peut-être des pôles qui n'ont rien à voir aujourd'hui et qui sont connectés alors que ce n'est pas utile, tu vois, j'en sais rien. Faut faire, c'est intéressant de mener la réflexion. Voilà, par exemple, là j'ai pris un respect, donc toujours, en général, il y a toujours un cercle de pilotage. Voilà, tout le membre de l'association appartient au moins à un cercle. Hein, ça c'est une erreur quasi systématique, quand on fait la gouvernance partagée, tout le monde croit qu'il faut être partout. Non, surtout pas. Il faut rendre l'organisation la plus dynamique et la plus souple possible. Donc on ne va mettre un endroit que les gens qui ont le plus à apporter dans cet endroit et qui sont motivés pour le faire. Ok, donc voilà, eux ont imaginé un premier niveau d'organisation comme celui-là, avec le pilotage. Là, ils s'occupent c'est le sujet réseau d'économie sociale. Ici, réseau solidaire avec la Terre, je ne sais pas ce que ça veut dire dans les faits. Réseau partage de connaissances. Ok. Juste une question, ouais. Les deux qui sont entre les cercles là, ce sont qui? C'est le double lien. Ah, donc voilà. Chaque double lien avec des cercles, quoi. Il y en a deux, voilà, il y en a deux à en chaque fait, fois. on va en parler juste après les doubles liens. Voilà. C'est un peu une des subtilités de la société qu'on retrouve dans la holacratie. C'est ça, mais... Voilà, donc on va ici, on a, voilà, dans une organisation, pareil, j'ai mon cercle de pilotage, je peux avoir mon cercle com, construction, finance, enfin, ou les pôles. Bon, c'est mieux d'appeler ça cercle quand même. Comme ça, on est dans le vocabulaire Et dans l'intention. Comment? Et dans l'intention. Et dans l'intention, je te remercie, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, le double lien. En fait, le double lien comme outil de communication intercercle, en fait, on va retrouver ça. Là, c'est représenté, c'est pas représenté pareil, mais on a les deux à l'intersection. En fait, ça veut dire quoi? Que là, j'ai un cercle donné, on va dire un cercle général, mais qui va nommer quelqu'un qui assure la communication ici, alors que lui va désigner quelqu'un via l'élection sans candidat pour être représentant des pratiques, du contexte, des savoir-faire. Et donc ça va fluidifier la communication, ça permettra à ceux-là, déjà celui-là il vient d'ici, donc c'est pas forcément un spécialiste ici, mais il est intéressé. Et lui va être plutôt représentant du groupe des savoir-faire, etc. Et donc il va être un bon porte-parole. Lorsque des décisions sont prises ici, il sera un bon porte-parole, ne serait-ce que pour dire,
oui, faisable, pas faisable, attention à ça, etc. Donc il va optimiser les réflexions ici qui ont un impact sur ce cercle. D'accord ? C'est ça le principe. Donc on dit délégué du cercle dans le cercle supérieur et le meneur, entre guillemets, du cercle inférieur. Meneur, c'est plutôt un animateur qui est désigné par ici. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut prendre un peu de recul et se dire cette activité est-elle pérenne et importante dans la mission globale qui est la nôtre. Si oui, il faut qu'elle soit créée avec l'autonomie la plus totale. D'accord ? Donc, et une fois que c'est créé, il faut organiser des échanges, des remontées d'infos, et c'est tout. Donc, juste pour terminer, et une fois que tu en as créé une, tu vois un peu comment ça fonctionne, tu crées une deuxième, une troisième, et puis voilà. Il faut le faire, mon conseil, c'est de le faire de manière progressive, itérative. Mais surtout, essayer de respecter un peu les principes de base, d'accord ? Si ce n'est pas une activité durable, c'est que ça n'a pas à être un cercle. C'est que c'est une action à un moment donné qui doit être solutionnée par le cercle où est cette action, et puis c'est tout. Vous voyez, on est dans une logique où il faut, se répartir le travail. Encore une fois, attention, on n'est pas tous à faire toujours les mêmes choses. On laisse en responsabilité des cercles qui sont capables de mener des parties importantes du projet global. Tu ne peux changer une organisation que si les gens sentent qu'il y a une urgence à le faire. Tu ne vois pas ni d'intérêt ni... Il faut intérêt et urgence, il faut les deux. Intérêt et urgence. Donc à vous de réfléchir, est-ce qu'il y a intérêt à le faire, est-ce que c'est urgent de le faire? Sinon, si vous n'êtes pas capable de motiver selon ces deux axes, ça risque d'être une vue de l'esprit, je caricature. Mais je pense que dans votre cas, vous avez intérêt, parce qu'on a vu pourquoi, pour la qualité de la coopération, parce que c'est très lié au type d'activité que vous avez. Plus vous impliquez, vous associez mieux l'organisation, plus l'organisation en bénéficiera. Et après, il faut que vous réfléchissiez à l'urgence de le faire. Ok, allez, j'avance. En fait, c'est quoi un consentement? Donc, ça correspond à prendre une décision à zéro objection. Donc, la première phase, c'est d'écrire un problème ou une proposition. C'est-à-dire, j'ai une proposition à faire à mon cercle. J'aimerais qu'à partir de demain, nous fassions telle chose de telle manière. D'accord? Donc, je décris et je propose une amélioration finalement du fonctionnement de mon cercle. Donc je fais ma proposition, la première phase elle est clarifiée, d'accord? C'est-à-dire, si je vous dis, alors j'ai mis un exemple pour demain, je ne sais plus ce que c'était, oui, pour les nouveaux embauchés, j'aimerais qu'on structure un dossier d'accueil avec nos outils, nos méthodes. Alors quelqu'un, un associé qui arrive, ok, et donc là chacun va pouvoir s'exprimer, d'abord jaune au sens chapeau de Bono, ça veut dire qu'est-ce que je trouve de bien dans cette idée, donc on va exprimer les ressentis positifs, et ensuite on va exprimer les questions ou les objections, d'accord? C'est ce qu'on appelle le chapeau noir en Bono, pour ceux qui connaissent. Et là, on va dire, ben voilà, oui, mais pourquoi on ne mettrait pas ça sur le site internet? Pourquoi? Enfin, je sais pas, on peut imaginer toutes les objections possibles par rapport à la proposition qui est faite, d'accord? S'il n'y en a pas, ben la décision est validée, d'accord? Et s'il y en a, ben on va faire discuter le groupe autour de cette objection, qui est un cadeau pour l'amélioration de la proposition, et on va revenir là-dedans, d'accord? On clarifie, est-ce que ça vous plaît, d'accord, avec cette nouvelle proposition? Si oui, pas d'objection, décision. Voilà les grands principes de la gestion du consentement, ok? Donc, il faut suivre, voilà, cette logique. Est-ce que ça, c'est clair? Là, on est dans un des fondamentaux de la sociocratie. Okay, donc, et ça, c'est important de le faire. C'est important de le faire dans cet ordre. Blanc, Bono, c'est le chapeau blanc. Je clarifie. D'accord? On ne mélange pas. On reviendra sur Bono tout à l'heure. Et donc, on fait tourner ça tant que
il reste des objections, et donc tant que, on peut améliorer. Donc pour certains vont dire, ouais, mais ça peut être long. En général, quand on est rompu, ça va très vite, hein, d'accord? Parce qu'en fait, les objections qu'on va faire ici sont des objections raisonnables, comme on dit, et motivées ou argumentées. Vous voyez l'idée? Ça, c'est très important. Voilà, après, on a, bon, je vous ai mis quelques explications. Et on a retour d'expérience de la gestion du consentement. Donc, avantages recensés, tout le monde porte la décision, pas de frein à la mise en œuvre. Si la décision prend du temps, sa mise en œuvre est immédiate et facilitée parce que, en faisant comme ça, rappelez-vous, on a cultivé l'adhésion. D'accord? Donc, comme on a impliqué, vous avez compris, hein, on a impliqué, donc on a impliqué, fait participer à la décision, du coup, on s'est fait des alliés. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'imposition, tout le monde est respecté, il n'y a pas d'imposition, ça veut dire qu'on ne passe pas en force. Tout le monde est respecté, on doit, en gouvernance partagée, entendre tous les avis, pour peu qu'ils soient argumentés. Hein. Cela enrichit et affine la qualité de la décision, ça permet au groupe de soigner son relationnel. Quand on a l'habitude, on prend beaucoup de plaisir à travailler comme ça, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est pas si simple, hein, parce qu'il faut l'expérimenter, d'accord? Il faut expérimenter. Voilà, il faut raisonnable, c'est avoir de la mesure et du bon sens. Par contre, si une objection ne peut pas être traitée, la proposition s'avère impossible. C'est-à-dire qu'une objection, c'est ce qu'on appelle en langage industriel un showstopper, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui arrête le show. Donc, ça existe, ça veut dire que la proposition n'est pas réaliste, d'accord? Bon, s'il y a trop d'objections, il est parfois préférable de changer de proposition. Ça veut dire quoi? Qu'on va ne traiter qu'une partie de la proposition. On va dire, bon, la proposition elle est immense, finalement, c'est intéressant, mais on va déjà commencer par traiter ce bout de la proposition. D'accord? Mais ça, vous allez peu à peu vous y accoutumer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout ça, c'est inclus dans la méthode des chapeaux de Bono. D'accord? Et tu verras que dans la méthode des chapeaux de Bono, les gens trop grands de gueule, ils disparaissent pas, mais ils se mettent au même niveau que tout le monde. Et donc tu n'as plus à être confronté à cette difficulté. C'est là où c'est diabolique, enfin diabolique dans le bon sens du terme, tu vois. Après, quand même, bon, je le dis maintenant parce que je vous l'aurais dit plus tard, la communication non violente ou bienveillante, c'est utile. Mais si tu utilises bien les techniques, sincèrement, tu n'en as pas besoin. Tu es d'accord? Le sanguin, il devient ridicule. Le sanguin, sa gueule. Voilà. Et ça, c'est vraiment mon retour d'expérience. Moi, je n'ai plus aucun problème, si tu veux, dans des réunions correctement animées, chacun reste à sa place. Et les gens comprennent en plus des bénéfices d'écouter les autres, etc. C'est redoutable. Moi, je n'ai pas d'autre mot. C'est redoutable. C'est une de mes pépites de ma vie, les chapeaux de Bono, tu vois. Parce que c'est tellement bien vu, on en dira de monter. Ok, avec ça, donc gestion du consentement, c'est la règle de base de la manière de prendre des décisions en gouvernance partagée. Donc ça, il faut le maîtriser, c'est pas compliqué. Mais on va voir, avec les chapeaux de Bono, on va se donner d'autres raisons de le faire. L'élection sociocratique, en fait, c'est une élection sans candidat. C'est très simple aussi. Il faut suivre un processus qui est également basé sur la gestion du consentement. C'est quoi? Élection sans candidat, c'est qu'il n'y a pas de candidat qui se propose, c'est le groupe qui va décider naturellement qui est la bonne personne par rapport à un mandat à remplir. Okay? Donc on va pouvoir affecter une ou plusieurs personnes à une tâche ou un mandat au sein du cercle concerné. Donc personne ne se porte volontaire, ce sont les membres du cercle qui choisissent. Il s'effectue selon la méthode du consentement. Donc, pourquoi la personne élue a juste besoin d'être en capacité de remplir la mission, peu importe si ce n'est pas la meilleure dans le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, on est dans un cercle. Tu es par rapport à un mandat ou quoi, Jérôme, par un mandat, une idée de mandat qui arrive, on se dit, mais ça c'est Jérôme.
Mais le cercle, il sait très bien que Jérôme, il n'a peut-être pas le temps. Il a déjà le mandat machin, donc c'est le cercle qui va dire naturellement. On va la choisir. On va la choisir elle, voilà, parce que. Ça te soulage en plus. Non, mais j'allais poser la question, mais il va en parler. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Donc c'est pragmatique, d'accord? On n'en est pas au cumul de mandats, au contraire. On va essayer de désigner la personne qui semble la mieux appropriée pour prendre la tâche. Okay. Apport pratique, on s'adapte, on limite la démotivation de certains, on valide des personnes compétentes, on trouve une personne, enfin faire tourner la... Oui, ça aussi c'est important, ça permet aussi de faire tourner les fonctions. D'accord, donc c'est très simple, je vais vous montrer le processus, il est très simple aussi. Chacun prend un papier, on met son propre nom, on met le nom de la personne qu'on souhaite pour ce mandat. On donne ça à l'animateur, et l'animateur, par exemple, il dit ok, Vartan, tu voudrais que ce soit Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et donc, en faisant le tour de tout le monde, on va faire passer aux autres aussi tout l'argumentaire, d'accord, qui correspond, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous aussi bien. Et donc, vous voyez, toute cette information naturelle va s'agréger, va se compléter, se complémenter, ce qui fait que quand on aura fini le tour de table, on aura tous une bonne idée de qui est finalement susceptible de prendre le mandat, et surtout pour quelle raison. Et donc, à partir de là, l'animateur va dire, bon, objectivement, c'est Jérôme qui a le plus de, malgré tout ce qu'il a à faire par ailleurs, c'est celui qui a le plus de voix, ok? Et donc, il a dit, on va se tourner vers l'Assemblée en disant, est-ce qu'il y a des objections? Vous vous rappelez, objection. S'il y a des objections qu'on ne peut pas traiter avec pas d'objection, moi je vais dire, comme je suis coquin, il n'y arrivera pas, il n'a pas le temps, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Quel est le temps dont Jérôme dispose pour mener à bien ce mandat? Parce que moi je sais qu'il est très occupé. Donc en fait, c'est une objection qu'on traite comme un consentement. C'est de la gestion du consentement utilisé pour les... On retombe dans le processus d'avant pour gérer l'élection sans candidat. D'accord? Voilà. Après, regardez dans le détail, mais ça c'est intéressant, important, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on va désigner au sein d'un cercle le deuxième lien. Vous vous rappelez, le deuxième lien du double lien, on va le désigner par une élection sans candidat. Une question. Oui, bien sûr. Et si la personne ne veut absolument pas prendre de mandat? Elle ne prend pas. Elle ne le prend pas. Pas elle ce le deuxième. dit. Voilà. D'accord. Mais c'est pas un prérequis. On va faire une élection sans candidat. Tous les gens qui acceptent d'aller dans le cercle, ils doivent accepter de se faire élire. Alors, c'est pas comme ça, en fait, dans la vraie vie, comment ça se passe? C'est que la personne, elle voit que c'est elle qui est désignée et qui a plein de tellement bonnes raisons qu'elle a du mal à refuser, en fait. C'est ça qui se passe, d'accord? Voilà, en fait, ce sont des méthodes qui tournent ça en positif. Alors, 5 bonnes raisons d'utiliser le processus, décider ensemble sur un enjeu et un fort impact sur le collectif. Voilà, légitimer la personne en lui disant pourquoi on a envie que ce soit toi, d'accord? Créer du lien, voilà, écouter celui des autres. On apprend tous les uns les autres. Hein, et prendre une décision qui les suscite le plus d'engagement et d'adhésion au sein du groupe, d'accord? Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ça. Vous allez la voir juste après. Ok, allez, donc, vous voyez, sociocratie, on a fini. Donc, il faut maîtriser les 4 piliers, c'est pas compliqué. Déjà, passer nos modes de gouvernance en respectant ça, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est un premier step qui me semble important. Après, une fois que vous aurez vu les limites de la simplicité de ces outils, vous pouvez partir sur de la holacratie avec des trucs plus structurés. Connaissant un peu la holacratie, ça va être plutôt dédié à des entreprises importantes, parce que c'est quand même un peu lourd. Donc, c'est pas un truc que moi, comme ça, je vous conseille. Hein, vous voyez, donc, après, à vous. Alors, on va parler des chapeaux de Bono et on aura fini avec cette partie, parce qu'ensuite, c'est du détail. Alors, les chapeaux de Bono, très important. Pourquoi on anime nos réunions, nos ateliers avec des chapeaux de Bono? Alors, hop,
déjà, l'importance des réunions du collectif, d'intelligence collective, c'est U égale Q fois. Et ça veut dire quoi? Q, en fait, le E, c'est l'efficience d'une idée, c'est sa qualité que multiplie A, ça veut dire assurance? Non. Son adhésion. En fait, plus il y a de gens qui adhèrent à la qualité, enfin l'idée, meilleure sera l'efficience. La stat derrière, elle est pas mal. Voilà, c'est assez récent, hein, c'est une stat qui doit avoir, je sais pas, moins de 10 ans. Voilà, 65% des gens estiment qu'une réunion sur deux n'est pas utile, perte de temps, ils font autre chose, ils défouillent, ils font la série. Alors ça c'est important aussi, important à connaître. Quand on est en réunion, il y a 6 grands biais qui sont, alors si vous êtes doué, c'est quoi le biais de primauté? Celui-là, il est fondamental. Voilà. Celui-là, il faut le craindre, le connaître et le craindre. Alors, c'est quoi d'après vous? On se prend juste 2 minutes, ça vous fait travailler un peu. C'est moi le premier, c'est mon idée à moi, gna gna gna. Non. C'est le premier qui parle Non, c'est la nouvelle idée. c'est la légitimité d'une personne. C'est La nouvelle idée? Non. La priorité donnée à une idée, putain. Ouais. En fait, souvent dans les réunions, le biais de primauté, c'est on a une réunion qui fait 1 heure, on va consacrer 80% de ce temps à la première idée. Oui. Ah, ouais. Et ça, hein, vous Ah, voyez, mais là vous voyez bien ce que je veux dire. Ok. Celui-là, c'est un tue les réunions. D'accord. Le biais de cadrage, je fais vite, le biais de cadrage, c'est quand on dit quelque chose, l'accompagner d'intentions du genre, biais de cadrage, ça va être, c'est mortel, ce serait mortel de faire ça. Je cadre, c'est-à-dire je mets une intention marquée dans mon propos. Alors quand on est en réunion, on n'a pas à apporter des jugements. Pour influencer. Pour influencer, exactement. Celui-là est important aussi, le biais de halo. C'est en plus beau. Le rayonnement ne peut pas avoir le... En plus beau, Non, pas l'idée. Celui qui dit l'idée. Voilà, c'est les réunions où le chef a toujours raison. Ça, c'est la note de gueule, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir de bonnes idées, donc on va avoir tendance à écouter plutôt les siennes, donc ça on le retrouve souvent dans les réunions. Le biais de conformité, là je pense que c'est pas prendre le risque de dire différemment par rapport à la masse, ça on connaît. Biais de confirmation, c'est dire je suis d'accord avec Serge. Ça c'est interdit normalement quand on est dans les... Non mais c'était pas contre toi. C'était quoi, les guignols de l'info avec Serge. Avec Serge de Libération, tu te rappelles de ça? Je suis d'accord avec Serge. Donc ça c'est interdit quand on va voir... Il va plus loin, celui-là, les confirmations, parce que c'est aussi de nous regarder que les informations qui confirment ce que je pense déjà. Normalement, il y a 5 œillets de confirmation. Dans l'idée cognitive, c'est le fait, de se mettre une œillère et de dire, tu vois, j'avais raison, parce que ça et ça. Et en fait, il y a tous les autres arguments que je laisse vraiment de côté. En fait, voilà, tu as raison, c'est où ce que tu dis confirme ce que j'ai dit. Voilà. En fait, tu as raison, mais l'important c'est qu'on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de faire ça. On laisse l'ensemble des participants, on donne que des informations honnêtes, pas manipulées, on va dire comme ça. On évite de manipuler l'attention du groupe. Est-ce que tu crois que si on est d'accord avec une personne et qu'on a envie de la dire la même chose qu'elle, de l'exprimer, ça va influencer... C'est un biais de confirmation. C'est pas dans la méthode. Parce que ça risque d'influencer tout le monde. Ça risque de créer un biais de confirmation. Et donc entraîner la conformité. Voilà. Le biais de conformité, c'est la doxa ou c'est le moujon? Oui, c'est ça. C'est biais de conformité, c'est, tu vois, 10 personnes qui ont l'air d'être d'accord dans la réunion. Tu dis, bon, je ne vais pas commencer à... Là, on est dans des réunions classiques, hein, on est bien d'accord. Hein.
T'as des personnes, ils ont l'air vachement d'accord entre elles, ouais, il faudrait faire ça, t'as raison, etc. Tu dis, bon, on va les laisser faire, ça va être compliqué d'aller contre. Hein, vous voyez. Alors que souvent, là, c'est celui qui. C'est le mouton noir, justement, qui a raison. Et le dernier, il est important aussi, dans le biais d'un investissement passé. Quelqu'un a une idée? Ouais, c'est quand on a déjà mis beaucoup, on a beaucoup investi sur un projet, par exemple, on va avoir du mal à reconnaître qu'il faut s'arrêter. Oui, c'est exactement. On a tellement fait de choses. Ou arriver en réunion. Tu sais, c'est très simple. Quelqu'un qui a bossé des jours et des jours, si en réunion tu lui dis peut-être que ça, on pourrait le bouger là, ce petit truc-là. C'est ça. Et ça c'est important. Donc on va éviter aussi ce genre de choses. Vous voyez, tout ce qu'il faut gommer, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, mais juste parce que ça, c'est des biais cognitifs. Oui, Et donc absolument. on les a tous, et c'est quand même difficile de passer outre. Est-ce que tu peux Parce alors... qu'ils font partie aussi du bon fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire que c'est des raccourcis. Oui. Et des fois, c'est bien de prendre des raccourcis. Parce que, Oui, je suis d'accord. Je ne veux pas te couper. Va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. En fait, les biais, il faut en être conscient. Alors, il y a par exemple le biais de conformité, on le voit dans le tour de table. Tour de table, la première personne se présente, ils vont tous se présenter de la même manière. Donc, si la première personne raconte sa vie, tout le monde va raconter sa vie. C'est pour ça qu'il y a Donc là, on peut dire, on ne fait pas de tour de table, ou alors on dit un mot. Voilà, c'est 5 idées. Mais c'est vrai qu'il faut les conscientiser un peu, parce que sinon c'est compliqué de passer à Tout à fait. Alors, parce qu'on n'en a pas conscience, en fait, c'est le principe. alors, il y a une façon de faire aussi. On en a 200 en vrai. Oui, bon, voilà, non, mais par contre, ceux-là, tu les retrouves dans les ateliers de travail. Moi, ce que je veux te répondre, c'est rien ne nous empêche d'avoir dans nos réunions un truc qui s'appelle attention aux biais cognitifs. Oui, c'est ça. Et après, on va voir qu'avec Bono, celui-là il disparaît, celui-là il disparaît, celui-là il disparaît, celui-là il disparaît, tu ne peux pas répéter. Non, celui-là il disparaît, celui-là encore, je ne sais pas. Et celui-là, voilà, il en reste. Avec Bono, il en restera peut-être 2. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre des outils en place. Mais Absolument. si tu dis juste, on va faire attention à nos Non, non, mais absolument. ça Mais marche pas. c'était mon introduction pour dire c'est dit. Je te remercie. Il y a un biais justification, là, t'as vu là. Merde, il y a un biais d'investissement Je passé. n'ai pas suivi l'effet du halo. Il y a un biais d'investissement passé. Voilà, ceci pour dire que c'était pour vous faire dire, alors comment on fait, mais comment on fait, c'est les chapeaux de Bono. Voilà, alors, qui connaît les chapeaux de Bono? Certains, une petite, grosse moitié. Donc, je vais faire vite, je vais vous donner, je vais déjà prendre le temps qu'elle m'expliquer, et vous donner ce qui pour moi est très important dans les chapeaux de Bono. Alors, en fait, chapeau de Bono, c'est dire une réunion habituelle, c'est un mélange de différentes pensées, ce qu'il appelle des pensées latérales. On va voir pourquoi il y a des couleurs. Et lui, il dit non, on va déconnecter ces pensées latérales et on va les prendre l'une après l'autre. Pourquoi c'est un peu compliqué? C'est quoi une pensée latérale? Je prends un exemple. C'est mélanger à tout moment des faits, par exemple, des émotions, des critiques, et donc qui fait que tout devient une sorte d'embrouillamini dans la tête des gens. On ne sait pas ce qu'on fait, où on en est, si c'est une question qui est posée, si on est en train de résoudre un problème, si on est là pour épancher ses sentiments. Et ça, on le rencontre très souvent dans les réunions habituellement, d'accord ? Quand en fait, il y a plusieurs messages en même temps. On voit souvent des gens qui veulent expliquer un truc, il y a déjà quelqu'un qui les critique, ou quelqu'un qui les encense, vous voyez. En fait, Bono, il va organiser des choses pour les rendre beaucoup plus simples. Et puis, quelque chose de très important, il va interdire avec cette méthode toute confrontation. Et ça aussi, c'est capital, c'est-à-dire que à partir de Bono, on ne débat plus. Vous vous rendez compte le progrès?
Si on enlève tous les débats, ouais, mais moi je te dis que ça, mais moi je pense que non, et arrête. Ouais, mais là tu me prends pas au sérieux. Alors, enfin, vous voyez, donc ça c'est fini. Donc ça on oublie. Et il explique pourquoi, même en enlevant ça, on va réussir à être très efficace. Okay. Alors comment il fait? Il va décomposer les différents modes de pensée, on va éviter d'argumenter, on va limiter les biais, on réfléchit en parallèle, et en parallèle il n'y a plus de confrontation, et on encourage poliment grâce à la méthode, parce qu'en plus c'est joli, on parle de chapeau, c'est sympa. Ok, donc, Qui c'est c'est un Suisse, hein, c'est lui. C'est je ne sais pas ce qu'il était. Et il faut savoir que cette méthode, elle est utilisée à l'ONU, dans des grandes organisations internationales, justement pour, comment on dit, pour désamorcer des sujets difficiles. Il ne faut pas que ce soit la foire d'empoigne entre les ONG et puis les États aussi, sinon c'est la foire d'empoigne. Voilà, entre deux pays, des trucs comme ça. Et donc, après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, en tout cas, moi, dans mon domaine du consulting, on utilisait beaucoup. Donc, en fait, il y a 6 couleurs. Je vais vite. Le bleu, c'est la méthode, le blanc, les faits, le rouge, les émotions, le jaune, les avantages, le noir, les inconvénients, le vert, les solutions. Donc, Bruno a dit, avec ces 6 chapeaux, on résout, on couvre toutes les grandes parties d'une réunion. Et donc, du coup, c'est assez facile à utiliser, qu'on a l'habitude. Bleu, c'est la méthode, les faits, etc. Ça vient très vite. Le jaune, c'est facile, c'est brillant, c'est sympa. Le noir, ça fait peur, c'est les inconvénients. Le vert, c'est l'espoir, c'est les solutions. Le rouge, c'est le cœur, c'est les émotions, enfin, etc. On y arrive très vite. C'est mon moyen mnémotechnique. Ok, donc c'est facile à utiliser, et facile à mémoriser, bien naturel entre réflexion et chapeau, aussi aisé de changer de pensée que de chapeau. Et là, cette couleur, vous l'avez compris, symbolise le type de pensée. Donc on a vraiment des chapeaux, vraiment des chapeaux. On n'a pas, en fait, on pourrait les avoir, mais on ne les a pas. Parce que, par contre, on les annonce. Donc, on va dire chapeau bleu, ok, nous passons au chapeau bleu, mentalement, et tout le monde sait qu'on va faire un peu de méthode d'organisation. D'accord ? Là, on va dire attention, je vais vous dire, là, chapeau blanc, et si quelqu'un commence à critiquer, je dis attention, nous sommes un chapeau blanc. Enlève ton chapeau noir, vilain. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Donc, chapeau bleu, donc ça va être la méthode, c'est l'organisation de la réunion. Je passe donc on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps les mêmes chapeaux. Absolument, voilà. Et donc tu peux composer ta réunion suivant ton ordre du jour, tes objectifs. Exactement, exactement. Je vais te montrer. Problématique, donc le bleu, c'est la méthode. Ok. Le blanc, les faits. Vous vous rappelez tout à l'heure, vous vous rappelez de la gestion du consentement? J'arrive avec une proposition, je vous présente une proposition pour améliorer le cercle. Et la première case, c'était clarification. Et la clarification, ça va être ça, c'est du blanc, c'est un chapeau blanc. Les faits, rien que les faits. Vous allez me dire, là, tu peux préciser ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Ok, les faits, rien que les faits. Objectif. Ok, le rouge, les émotions, d'accord? Alors le rouge, les émotions, c'est quoi en chapeau de Bono? Les émotions, c'est là également pour désamorcer des tensions. Par contre, on n'y prête des égards que si vraiment il y a un problème de fond. Mais en général, les émotions, on va traiter ça comme ce qu'on appelle une météo. Je vais dire, comment tu vas aujourd'hui? Je démarre une réunion. Avant de la démarrer, je fais un coup de chapeau rouge parce que j'ai envie de savoir comment vous vous sentez. Moi, il m'est arrivé de tomber, je le fais avec mes élèves aussi, il y en avait un, il venait d'avoir un accident, il était dans un état déplorable. Et si je ne lui pose pas la question, il ne me le dit pas, je pense qu'il me fait la gueule. Enfin, vous voyez, ça fout l'énergie de la réunion ou du cours des gens. Par rapport à la réunion, si tu es en début de réunion, je suis intrigué, je suis impatient, je suis curieux, tu vois, tu te fais, et tu leur dis, vous vous mettez où? C'est ça, il faut les accompagner. Ah oui, il faut les aider un peu. Alors après, quand tu es habitué à faire chapeau de Bono, et je te dis, on va se faire un petit chapeau rouge,
Tu vas me dire, j'ai les boules, ou ça va bien. Il faut se connaître, et puis il faut oser Voilà. aussi. Mais après, voilà, on a le droit d'être malin, entre guillemets, dans l'utilisation des outils, et donc, tu vois, tu prépares. Moi, à une époque, j'ai dû faire, tu rentrais dans la salle de réunion, l'animateur avait mis un grand truc, et en rentrant, tu allais mettre ta croix sur un grand thermomètre. Tout est possible, d'accord? Mais déjà, si c'est une présentation que tu as à faire, tu peux présenter une diapo comme ça, et tu lui dis, tu te situes où? Et toi, ça t'apprend beaucoup en tant qu'animateur de réunion. Parce que si le gars, il est rouge à fond, température à fond, il veut me savoir pourquoi, d'accord? Si le gars, il est remonté tel un syndicaliste le jour où il y a eu un changement de règle, donc vous voyez, il faut s'en servir. Bon, passons pas trop de temps sur le chapeau rouge, mais juste un peu pour vous donner l'esprit. Oui, Jérôme. Ça s'applique à la météo, au météo personnel, Ouais. ou est-ce que ça peut s'appliquer, par exemple, on va discuter de telle chose qui est dans le groupe émotionnel? Absolument, oui. Donc ton chapeau, tu peux le À tout moment. remplir de différentes choses, en fait. À tout moment, le chapeau rouge, tu es sur un sujet difficile, d'accord? Tu vas pas faire le chapeau, tu peux faire le chapeau rouge d'emblée si ça te rassure, toi en tant qu'animateur. Tu leur dis, bon, on va aborder le sujet de, exemple, on va aborder le sujet de l'éviction de Jean-Pierre, d'accord? L'exclusion de Jean-Pierre, il a fait des conneries, on ne sait pas. Avant de démarrer, j'aimerais avoir votre sensibilité sur le sujet. Oh, je suis enthousiaste. Tu mets un chapeau. Ça, c'est pas sympa. Arrête pas de moi. Mais comme c'était pas moi, c'est un autre. Bon, vous voyez l'intérêt? C'est aussi en tant qu'animateur, ça permet aux gens tu les désamorces et en plus, toi, tu apprends des trucs. Après, tu peux très bien, tu as une réunion hyper tendue, même si c'est chapeau de Bono, tu sens que c'est un sujet difficile ou tu n'es pas sûr du résultat où on est arrivé. Chapeau rouge, bon, on a bien phosphoré, on est arrivé à telle conclusion, c'est quoi votre état d'esprit? Pareil, le gars, ça va, je suis content, je suis rassuré, et on apprend beaucoup quand on anime. Mais est-ce que ça peut être aussi, par exemple, sur un sujet brûlant, entre guillemets? Attention, Jean-Pierre, vous savez tout ce qu'il a fait, donc mais on va jusqu'à l'éviction, on avertit les filles. Ah non, là, ça c'est pas rouge. Ça c'est quoi comme chapeau, ça? C'est quoi comme chapeau? C'est des idées, oui, c'est du vert. C'est du vert. D'accord. Non mais, ok, on utilise l'émotionnel parce que tu es conscient que c'est un moment difficile dans la réunion. Tu ne peux pas choisir, un objectif dans ton projet par rapport à l'émotivité que le projet dégage. C'est pas le chapeau. Non, par contre, si tu sens que tu as un chapeau rouge difficile du genre tout le monde, personne ne veut bosser, là tu te dis, bon, on va peut-être réfléchir avant de lancer le brainstorming, tu vois. Et là tu dis, bon, plutôt que de lancer le sujet, tu dis, j'aimerais qu'on lance un autre sujet, c'est pourquoi vous êtes en colère. Tu vois. Et du coup, ça t'apprend beaucoup. Dans le rouge, il faut l'utiliser comme ça. Il ne faut pas perdre trop de temps dessus. Par contre, ça permet à la personne, encore une fois, de se vider de son pu, et ça te permet, toi, animateur, de comprendre l'état d'esprit que tu as en face de toi. Okay. Si tout le monde dit oh, « super, je suis en attente, quand est-ce qu'on commence ?» Ok, c'est parti, direct. D'accord? Donc, chapeau rouge, c'est ça. Alors, le chapeau jaune, ça c'est facile, c'est qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous plaît là-dedans. Pardon. Le noir, les inconvénients. On a fait un brainstorming, comprenons-nous bien, on a fait un brainstorming, on est arrivé à telle solution. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement là-dedans? Chapeau jaune. Qu'est-ce qui nous gêne dans les conclusions auxquelles nous sommes arrivés? Chapeau noir. Et derrière, chapeau vert. D'accord? Chapeau vert, c'est quelles sont les idées, justement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. La créativité, donc, le chapeau vert, c'est, bon, on va aborder, il faut résoudre un problème, quelles sont vos idées? Alors là, juste une remarque,
Le chapeau vert, c'est pas un outil de grande créativité, on est bien d'accord? Le chapeau vert, c'est un outil de créativité pour des questions quand même relativement simples, mais c'est 80% des cas. Sur les 20% de cas un peu plus complexes, on va aller chercher, vous vous rappelez la grosse pastèque rose, ben, on va aller chercher des outils dans cette pastèque rose. Un chapeau de Bono, ça couvre quasiment l'intégralité. Par contre, des fois, on se dit non, là, il faut aller brainstorming, sortir les post-it, les petits pointis. D'accord? Vous voyez bien, hein, mais avec ça, on traite déjà tellement de choses, donc c'est déjà pas mal. Alors, une règle, alors maintenant, qu'est-ce qui est très important à savoir? Ça, c'est obligatoire, hein, d'accord? On fait toujours jaune, noir, enfin, on fait toujours jaune, noir, vert. Si je balance un jaune, derrière, il faut que je balance un noir et je balance un vert. Je ne mets jamais un chapeau noir sans avoir mis un chapeau jaune. Et si j'ai des objections, il faut que je les résolve. Donc ça, c'est une règle. Il n'y en a pas beaucoup de règles, mais celle-là, elle est implacable. Okay? Flexible, c'est un peu ce que tu disais. Le rouge, on peut le mettre à tout moment. C'est-à-dire, on n'avait pas prévu de faire en rouge à tel endroit. Par contre, on se rend compte que dans l'ambiance, compte tenu de l'ambiance présente de la réunion, il est judicieux de faire en rouge. Ok, là on en a suffisamment parlé. Vous avez compris, je pense, pourquoi. Ok, souple. Après le rouge, c'est un peu aussi ce que je disais. Ça peut être un vert parce que là, visiblement il y a un problème, donc vous êtes tous très remontés, essayons de résoudre ça, d'accord? Où vous m'avez l'air tous magnifiquement heureux, est-ce que vous pouvez m'expliquer les bénéfices que vous voyez dans la situation? Vous voyez? Tout est possible, après c'est du savoir-faire d'animateur. Enfin, du savoir-faire, de l'adaptation de l'animateur. J'avance. Voilà, un exemple de séquence assez, on va dire, traditionnelle. Okay. Démarrage de ma réunion, milieu de ma réunion, fin de ma réunion. Okay. Donc, j'explique comment ma réunion est organisée. Je fais la météo des participants. J'explique les faits, d'accord? Je peux même leur demander comment ils trouvent on va évoquer tel problème. Je peux leur demander quels avantages ils voient à ce sujet, à traiter ce sujet. Je ne suis pas obligé de mettre du noir. Est-ce que vous êtes content? Pourquoi êtes-vous content qu'on traite ce sujet aujourd'hui? Vous voyez, il n'y a rien d'obligatoire. Et en milieu, en général, j'ai une résolution de problème dans un chapeau de Bono. Donc je fais le vert, derrière je fais le jaune, je fais le noir, derrière le noir, je fais le vert. Et le vert, ça va devenir les réponses au noir. J'ai des objections dans le noir. Toute objection doit... C'est gestion du consentement. Hein. Vous voyez d'où ça vient la gestion du consentement? Et ensuite, je peux mettre du bleu pour dire, bon, nous avons terminé, je reprends la même en tant qu'animateur, on n'a plus qu'à finir la réunion. Jaune, qu'est-ce qui vous a plu dans la réunion? Noir, qu'est-ce qui vous a déplu? S'il y a du noir, vert, oui, j'aurais aimé qu'on traite aussi ce sujet. Ok, mais le vert, c'est la prochaine fois, on traitera ce sujet. Et rouge pour se faire la bise, voilà, t'es content, t'es pas content. Vous voyez, c'est un exemple, il n'y a aucune règle particulière. Ok. Donc ça, vous avez compris, quand je résous des problèmes, je fais vert, jaune, noir, vert. Alors des fois, on peut avoir des noirs très compliqués aussi. Ici, on peut avoir dans les noirs des showstoppers, on l'a déjà vu tout à l'heure. Si j'ai un showstopper, ça veut dire que j'ai pas de solution. Ça veut dire qu'on arrête tout. Ça veut dire que ça, on ne pourra pas le résoudre. Ok, ce qu'on a déjà évoqué. Donc ça, on en a parlé. Voilà, règle importante. On ne répète, ça c'est interdit. Ça permet de traiter des biais.
si quelque chose a été dit, on ne le répète pas. Ça allège beaucoup. D'abord, ça allège, et il n'y a pas ce biais de confirmation dont on parlait tout à l'heure. Par contre, les participants, ils écoutent ce que disent les autres, et à partir de ce que disent les autres, ils peuvent avoir d'autres idées. Donc, ça permet d'augmenter la créativité. Troisième point très important, selon moi, une objection se formule sous forme de question. Donc, je ne dis pas ça ne me plaît pas, la solution trouvée ne me plaît pas, je vais dire comment faire en sorte que ça me plaise. Alors, en fait, là je suis très abstrait, donc comment faire en sorte qu'on puisse également, vous voyez, on va utiliser souvent le comment, on va utiliser j'aimerais savoir, j'aimerais pouvoir, ou comment, voilà. Vous voyez, on va tourner des noirs sous forme de questions, en fait, qui deviennent eux-mêmes des problèmes à résoudre. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Puis ça permet, ça évite des jugements et ça incite à l'action, puisque il faudrait le faire sur un exemple. Mais je pense que vous avez argumenter, disons, l'objection par une question. Oui, disons qu'un problème de... Pas parce que ça ne me plaît pas. Oui. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Ça peut être comment enlever cette partie de la solution, tu vois, plutôt que de dire non, la solution est trop exagérée pour moi, il vaut mieux déjà être très concret, se centrer et de tourner sous forme de questions à résoudre. On est d'accord? C'est ça, c'est un point très important. Et bien sûr, il faut un animateur qui soit capable. Alors, est-ce que j'ai vu des réunions de chapeau de Bono sans animateur? À la limite, non, il y a un animateur. Autre clé, il faut bien écouter, préciser le chapeau utilisé. En général, dans les réunions, ce qui est très important aussi, c'est d'écrire tout ce qui est dit, d'accord? Alors, soit on le fait sous la forme de post-it, si on discute avec des post-it, soit l'animateur ou le secrétaire, hein, par exemple, si on le fera tout à l'heure, on se fera un débriefing, vous verrez, avec les chapeaux de Bono, pour vous montrer comment on fait, véritablement, pour que ce soit bien perçu. Donc il faut reformuler de manière hyper fidèle, à moins qu'on n'ait pas compris. L'animateur, il dit, est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux ou reformuler pour que ce soit clair, tu vois? L'animateur, voilà, ne reformule pas, mais à clarifier. Tout ce qui est dit doit être écrit, il faut rester objectif. Garder tous les participants focalisés en sachant que la méthode le permet. Et vous voyez, là, on n'a même pas de bâton de parole, parce qu'on parle souvent des bâtons de parole. Quand on est un chapeau de Bono, on n'a pas besoin d'un bâton de parole, d'accord? Ça se fait tout seul. C'est celui qui a quelque chose à rajouter, le rajoute. Alors après, on peut avoir 3 mains levées en même temps. On peut dire, oui, il y a bâton de parole. Mais vous voyez, on est sur des méthodes qui vont nous faciliter la vie. Alors, faire participer, ça c'est important, mais ça se fait tout seul. Hein. Donc, par contre, c'est vrai que quand on est animateur, il faut aller chercher des personnes qui parlent moins, en sachant que la méthode, elle favorise justement l'expression de gens qui ne parlent pas habituellement. Ça aussi, c'est une des vertus. Donc, toute objection, on a déjà dit, doit être réaliste et argumentée. Toute objection doit être réglée pour poursuivre au risque d'évoquer le processus. D'accord? Ce fameux showstopper. Si je ne sais pas résoudre un showstopper, c'est la fin des haricots. C'est comme ça. En fait, c'est quoi une méthode de créativité? Enfin, sur les grands principes, après, il y en a des tonnes. Hein. Donc, bon, ce qu'il faut peut-être... En fait, c'est fait de 3 grandes phases, une méthode de résolution de problèmes créative. En fait, en anglais, ça se dit Create, Focus, Plan. D'abord, je crée des idées, donc je suis dans une phase de divergence. Ensuite, je focus dans une phase de convergence avec des outils. Il y a plein d'outils pour le faire. Et la dernière, c'est plan, c'est-à-dire que je construis mes plans d'action. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, diverger, converger, planifier. Voilà. Ok. Et là, après, il y a plein d'outils. Voilà. Et du coup, en chapeau de Bono, une réunion créative, ça va être quelque chose comme ça, l'ordre du jour.
jour, présentation, clarification, génération d'idées, sélection d'idées. Pourquoi c'est vert ça? Etc. Alors, en général, il y a 3 phases. Moi, je pratique 3 trucs. Ça, le moins, parce que je suis feignant, des questionnaires, chacun en sortant, il va mettre des gommettes ou des croix sur un truc qu'on a préparé. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est un peu comme le thermomètre, en partant, les gens, ils vont mettre... la réunion, pour moi, elle est plutôt à ce niveau, je suis globalement satisfait. Enfin, vous voyez, pardon, je n'avais pas vu ce que c'était, on met des croix. Après, il y a le rôti. Donc, le rôti, c'est dire, sur une note de 1 à 5, la réunion, elle a plu de quelle manière. Les gens lisent 5, 4, 3, okay. 5 étant le mieux. Et le PMI, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, le principe, c'est qu'il faut toujours finir une réunion en énergisant les participants. Donc une façon de conclure une réunion, voilà, c'est de les faire parler sur les bénéfices, leur faire vider le verre s'il y a des trucs qui les ont frustrés dans la réunion, et si possible, essayer d'y répondre. Ça, c'est aussi un point fondamental. Si vous voulez faire des membres des réunions des gens assez heureux, on va dire. Après, il faut qu'il y ait le contenu, quand même. Ok, j'ai mis quelques sites. Ça, c'est notre site Gouvernance Partagée France, où vous retrouvez pas mal de liens, mais bon, là, je vous en ai mis pas mal déjà. Après, vous avez d'autres... Il y a un truc qui est bien, c'est le blog de la facilitation aussi, site sur le net, Sociocratie de France, Sociocratie Net, Sociocratie 3.0, Université du Nou. Il y a également Sociocratie populaire française, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a de quoi trouver pas mal de trucs. Et là, principale difficulté à surmonter quand on veut mettre en place la gouvernance partagée, voilà, les dangers personnels, on en a parlé, nos craintes, notre besoin de sécurité, de reconnaissance, notre difficulté à désapprendre un peu ce qu'on nous a appris jusque-là en termes d'organisation, et après se lancer tête baissée dans l'opérationnel, sans donner de temps, d'énergie, de moyens au chemin qui nous mènera, bien sûr. Dans le chemin, il y a l'organisation, il y a les outils, on retrouve tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok, voilà, notre projet, notre vision, notre raison d'être sont comme un grand projet collectif coopératif. L'union fait la force, la désunion crée l'échec. Il est d'avoir des règles et des outils pour répondre au fonctionnement. D'accord? Donc, j'avais préparé quelques diapos là-dessus. Comment introduire la gouvernance partagée également auprès de tiers. Donc, je voulais dire par là, peut-être chez vous, développer également à l'extérieur, comme il y avait des réflexions, qui cibler, comment la présenter, comment se faire connaître et donner envie, comment mixer gouvernance partagée, organisation classique, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme prestation. Donc j'ai mis des... En fait, pendant que tout le monde est là, il y avait une question, on en discutait au café. Nous, dans Mine de Talent, on a une problématique complexe parce qu'on a à la fois l'aspect collectif de notre scope, où il y a les associés, il y a les ES, il y a les CAP, et puis on a chacun une problématique individuelle de notre propre entreprise, de nos propres activités. Ah, ok. Et du coup, voilà, je pense qu'on met un niveau de complexité. Oui. Je ne sais pas, est-ce que tu aurais peut-être des pistes à nous... Parce que c'est pas simple du coup d'être... Alors, la scope, au niveau de la scope, je vois à peu près. Au niveau des entreprises... Parce qu'on est une CAE, on est une scope CAE. Alors, on va expliquer les CAE. Ouais, donc c'est une coopérative d'activité et d'emploi, ça veut dire qu'on est chacun des entrepreneurs de nos propres activités réunis dans cette scope qui a un objectif au-dessus. Mais tu vois, ça diverge. Forcément, on a tous des objectifs très différents parce qu'on a des activités très différentes. C'est une question de temps, d'énergie. Beaucoup de temps et d'énergie. Ouais, c'est ça. Voilà, comment on trouve un équilibre? Ouais, alors peut-être que, je sais, là, il faudrait qu'on prenne un peu. Non, Jérôme en a parlé, on avait un peu réfléchi après
la discussion est un peu lointaine, il faudrait prendre le temps, mais moi je pense que l'union fait la force, donc vous n'êtes pas non plus obligés d'être tous toujours là au même moment, tu vois. Si vraiment vous mettez en place quelque chose d'un peu fluide, vous pouvez vous dire, tu vois, dans le cercle promotion de la gouvernance partagée ou le cercle, je sais pas, faire connaître la scope, j'en sais rien, tout ce qu'on peut imaginer. Et peut-être que dans ces cercles, ça peut avancer sans que tout le monde soit là tout le temps, tu vois, et en tenant compte du fait qu'à un moment donné, mais toi, tu peux dégager du temps, mais à un autre moment, tu es tellement prise par tes propres missions que tu ne pourras pas, tu vois. Et c'est là où l'union fait, je pense que c'est là que l'union fait la force. Si vous vous mettez dans l'idée qu'il faut être tous en même temps et au même moment, là vous allez souffrir, vous allez vous frustrer, tu vois. Après, vous n'êtes pas obligé de faire, superposer le cadre légal à votre organisation. Vous pouvez avoir un cercle conformité Calliope, c'est tout. Oui, c'est ça. Et vous vous rendez sinon, on se fait empêtrer par la réglementation. C'est trouver l'organisation qui vous convient et par effet de bord, vous traitez le phénomène Calliope par une équipe dédiée. Je ne sais pas, moi je ferais comme ça. Surtout, ne vous mettez pas... C'est comme les gens qui font du ISO 9000 ou 90 000. Le problème après, c'est qu'ils ne raisonnent que par ça, alors que c'est souvent une entrave. Quand on a trop de réglementation, c'est une entrave au progrès. Donc, il faut faire attention. Une petite astuce. En fait, imaginons que, de ce que je comprends, soyez indulgents avec moi, ce que je comprends, c'est que vous avez plein de sujets. Sujet 1, sujet 2, priorité ou priorité 1, priorité 2, sujet 3. Il y en a plein, vous avez plein de trucs à faire. Ok, donc vous faites une petite matrice comme ça. Voilà. Et vous faites une matrice importance, par exemple. Importance. Et ça, c'est l'axe, on va dire, coût de mise en œuvre. Vous voyez, ou énergie de mise en œuvre. D'accord ? Et vous vous amusez à positionner. Donc, vous avez fait une session, vous dites voilà tous les sujets qu'il faut qu'on traite, et vous remplissez une matrice comme ça, et vous dites ah ben là, finalement, GS1, c'est facile à faire, S2, S3, je sais pas, ou S3, S4, d'accord, S5. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous dites mais c'est quoi le chemin? Alors, on va commencer par celui-là, il est vachement important et il ne coûte rien. Et après, on va faire lequel? Celui-là, c'est à peu près pareil. Et là, celui-là, il ne coûte pas grand-chose, mais il n'est pas très important. On va plutôt aller faire celui-là, vous voyez. Et vous faites une sorte de, ce qu'on appelle une roadmap. Voilà, comme on dit, il y a beaucoup de termes en anglais. C'est un plan de travail. Alors, il faut essayer d'aller plus loin sur l'énergie, je ne sais pas... Vous trouvez les critères. Voilà, vous trouvez quelques critères, mais vous voyez, et déjà vous pouvez avoir un travail collectif ensemble, à positionner tout ça, et puis c'est enrichissant, c'est sympa à faire. Vous voyez, ce genre de démarche peut vous aider à poser et après, peut-être que vous direz finalement, il n'y a pas tant de choses à faire que ça, ou ceux-là, déjà, on sait qu'ils coûtent beaucoup, ils ne nous rapportent rien, à la limite, on les vire, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui est important pour l'avenir? Vous voyez, ça vous permet de dessiner une sorte de petit voyage sur vos propres priorités. C'est une façon de faire. Et c'est une astuce pour ceux... Sinon, quand je vous écoute, je me dis, il risque de se perdre dans la complexité de tout ce qu'il y a à faire. Donc, peut-être qu'on peut créer déjà 2 cercles, que les cercles, ils ont chacun leur propre roadmap, là, une trajectoire à imaginer. Mais on fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec des outils très simples, on peut se simplifier la vie et d'une vision qui semble assez complexe de prime abord, on peut commencer à essayer de la simplifier. D'accord? Voilà, parce que visuellement, déjà, ça va vous aider. Et vous voyez, donc c'est 2 idées. Peut-être que la dernière, il y a 2 cercles, que chaque cercle fait sa propre matrice, à son propre tableau. Je ne sais pas.
L'idée, c'est que plus on est nombreux, plus on peut découper les tâches aussi. Absolument. Et vous le faites avec plaisir de déléguer, parce que vous avez confiance dans l'autre. Voilà. Et ça, c'est un geste. Est-ce que vous n'êtes pas capable rapidement de vous animer les uns les autres? Moi, de ce que je vois, je pense que ça, vous pouvez y arriver. Vous n'avez pas besoin d'avoir juste... C'est bien aussi que quelqu'un qui soit dans le quotidien de la structure soit capable d'animer. Enfin, et les outils qu'on a aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il faut se contenter d'outils simples. Voilà. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Et après, quand vous serez champion avec ces outils, vous attaquerez l'holacratie, que sais-je, sociocratie 3.0, un voyage sur la Lune, tout est possible. Les expériences, quelques exemples, il y en a certainement d'autres, mais certains ont été cités. Donc voilà. C'est des expériences réussies, c'est pas des conflits. C'est écrit, regarde, en tout cas ils sont en cours. Tu vois, le Externatique, c'est des intrapreneurs voilà, dans un cabinet de recrutement spécialisé. Je comprends que c'est une association d'un réseau de libéraux. Dans l'université du Nous, ça on connaît. Respect, voilà, réseau de prise en charge de la psychosociale du public, en précarité. Mise en œuvre de la sociocratie, voilà, on en parlait tout à l'heure. FDJ, en fait, c'est parce que c'est une entreprise qui a besoin de réformer la gestion des ressources humaines, la relation aux collaborateurs. Et donc une équipe de transformation RH a été créée, je ne sais plus, il y a 1 an et demi ou 2 ans, et ils se sont mis en... Donc ils le font en sociocratie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est une question qui a été posée, est-ce qu'on peut faire de la sociocratie au sein d'une entreprise standard? Réponse oui. Après, tu es rattaché, c'est tout. Voilà, il y a un moment où tu es rattaché, le gros cercle socratique est rattaché. Donc le mouvement Colibri, bon eux ça fait un moment qu'ils sont engagés là-dedans. Éco-village expérience, voilà, sont des entreprises sur la RSE, enfin le développement responsable, social, écologique, etc. Et après, projet de Stira, c'est un habitat groupé solidaire, c'est terminé, je pense. Voilà, donc là c'est intéressant aussi chez le roi Merlin. La transformation s'est accélérée pour rendre le service client sur Internet plus efficace. Voilà, en s'appuyant sur des petites équipes autonomes et agiles, acclimater la gouvernance sociocratique. Alors, ça ne prend les entreprises que par un bout. Là, tout ce que tu dis. Les entreprises classiques. Hein. Voilà. Je parle des entreprises classiques, c'est peut-être. Les grosses entreprises classiques. Ça va peut-être introduire ce que tu vas nous dire après, mais là, je comprends que c'est sur des problématiques précises. Là, la gouvernance partagée, mais elle ne prend pas l'entièreté de la verticalité de cette entreprise. Voilà, donc, parce que c'est la gestion du changement serait dingue. Ce serait dingue. C'est dingue. On reviendra, je vous ai fait un petit zoom sur la gestion du changement. Pays d'une oligarchie, compliqué. Oui, en plus ils sont régis aussi par des actionnaires et donc des injonctions au niveau de la direction générale. C'est pas simple. Bon, ça c'est de voilà, ça c'est du learning. Bon, voilà, ça c'est intéressant. En utilisant les principes de la sociocratie, UNOS fait de la participation de ses collaborateurs une source de motivation. Voilà. On retrouve un axe important qui est aller chercher des entreprises pour motiver sur ce sujet, pour motiver les collaborateurs et surtout les nouvelles générations. Il faut savoir que j'en discutais avec un élève cette semaine qui passait ses fins d'études à un MBA, et il avait pris l'exemple d'une entreprise, peu importe même l'entreprise, pourtant dans l'aéronautique. ATR, je ne sais pas si vous savez, il fabrique des avions à hélice. Donc c'est quand même une grosse boîte. Hein. Les jeunes, là, ils arrivent, ils viennent à un entretien, ils n'ont
sont même pas allés voir sur le site internet de la boîte, alors que nous, quand même, on faisait un minimum. On était au courant. Eux, c'est fini ça, et par contre, alors ils questionnent le sens de la boîte, les engagements, enfin, la responsabilisation des collaborateurs. Enfin, il y a un niveau d'exigence quand les jeunes recrutent aujourd'hui qui est quand même très élevé. Et donc, c'est un outil finalement pour pouvoir parler de gouvernance partagée, c'est un outil aussi pour séduire des entreprises qui veulent mieux recruter. C'est un peu marketing au début, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de boîtes. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis là. Ça, on l'a déjà vu, donc je l'ai repris, mais ça, je le rappelle. En fait, la gouvernance partagée, voilà, on réduit le pouvoir, enfin on élargit la capacité de décider, donc horizontalité, structure les décisions, volonté de privilégier, bon ça on en a parlé tout à l'heure, je vous fais une redite. Alors, les organisations à cibler, voilà, ça c'était moi, ma première analyse, hein, c'est objectif de bien commun, d'intérêt général, voilà, les sociétés à forte RSE, ça c'est clair que ça ne peut que les intéresser, parce que justement être eux-mêmes en gouvernance partagée, c'est une façon de répondre à la dimension humaine, d'accord, au bien-être humain dans l'entreprise. Donc ça fait partie aussi de la RSE. Il y a une dimension humaine dans le RSE. Donc déjà vous pouvez le traduire comme ça. Les sociétés à mission aussi, donc ça c'est récent, déclaration de RSE. Ce sont des objectifs, c'est un statut spécial qui a été créé dans la loi Pacte. Écoute, il y a encore 2 mois, je ne connaissais pas, donc, et je n'ai pas eu le temps d'aller voir dans le détail, mais tu es obligé, donc tu déclares une raison d'être, tu as aussi des objectifs sociaux, environnementaux, et il y a un statut particulier qui doit offrir, je ne sais pas, des aides, des trucs comme ça, je ne sais pas les autres. Mais bon, en tout cas, en préparant ça pour vous, je me suis dit, tiens, déjà chercher les sociétés à mission du coin, ça peut être, je ne sais pas si c'est facile à trouver, mais il n'y a pas de raison. Tu vas au tribunal de commerce, je pense qu'ils sont capables de te les sortir. Après, voilà, volonté de privilégier les relations de coopération entre les membres, du coup Gémiscope ou les coopératives en général, d'accord, parce que ces gens-là, je pense, aimeraient bien le faire, mais ne savent pas comment, parce qu'ils ne connaissent pas la sociocratie, ils ne connaissent pas les outils. Après, pour des problèmes d'efficience, dans des sociétés agiles, start-up techno, voilà, ceux qui ont besoin d'une gouvernance collective. Donc, voilà. Je pense aux start-up technologiques que je connais bien et c'est sûr que là, ils ont dans des start-up, en général, que des gens complémentaires. Il y a très peu de doublons, donc il faut que ça coopère. Ou les sociétés agiles, ça nous... Ils ont tendance à y aller intuitivement vers ce genre de fonctionnement. Oui. Alors, ils vont être plutôt sur les méthodes agiles, Scrum, là, machin. Mais tu peux leur dire, attends, on peut monter un niveau de plus et au niveau de la gouvernance globale. Donc ça, d'après moi, ça peut les intéresser. La co-construction en général. Alors après ça, j'en parlais, voilà, pour donner du sens... des entreprises qui veulent recruter plus facilement ou retenir le personnel plus facilement, ça peut être utile. Après, j'avais dit, après on en discute. Oui, c'est ça, des entreprises qui ont un fort turnover, voilà. Ça peut être intéressant de leur dire que c'est un levier pour... Voilà, les collaborateurs trouvent de la motivation, du sens à rester chez vous. Comment leur poser la question qui tue? C'est-à-dire que tu identifies une société qui a un turnover important ou qui a du mal à recruter. Bon, tu vas les voir et tu leur dis c'est mauvais, là vous avez un problème. Donc comment tu leur présentes ça en leur disant est-ce qu'il ne faudrait pas ils vont te dire il faut que j'aille voir une boîte de com pour être plus jolie, plus agréable, plus machin.
c'est pas évident. Si tu veux, le problème, c'est que à chaque cas, tu vas faire une proposition différente. Il faut que tu ailles voir les gens. Alors moi, j'avais mis on avait mis sur notre flyer. Je ne sais pas si c'est adapté. Hein, voilà, c'est se danser tête baissée, etc., etc. Voilà. Tu vois, je ne sais pas. Là, vraiment, je comprends ta question. Il faut vraiment y réfléchir, là. Il faut y réfléchir. En fonction des gens que tu sais, je m'assieds un peu, j'ai mal aux jambes. En fonction des sociétés que tu cibles, tu ne vas pas mettre la même proposition de valeur, comme on dit, tu vois. Donc, tu veux dire, après, il n'y a pas de modèle, c'est uniquement en contact que tu te rends compte que leur problème, il est là et qu'on peut le résoudre de telle façon avec les gouvernance. Déjà, c'est est-ce qu'ils ont conscience du problème et est-ce qu'ils mettent du... Tu vois ? il faut prendre déjà, alors après c'est plutôt comment se faire connaître. Et après, parce que la meilleure méthode pour promouvoir ton savoir-faire, c'est d'aller en rendez-vous et tu discutes après avec le dirigeant. Parce que sinon... C'est d'avoir un rendez-vous aussi. Oui, alors pour avoir le rendez-vous, il n'y a pas de méthode fantastique. Hein. Enfin, je ne vais rien vous apprendre là. Les salons professionnels, tu donnes des conférences où tu postes sur le web, tu fais un site web un peu dédié, tu vends une bonne manière de vendre du conseil. Ça c'est très important, c'est de vendre des formations, d'accord? Et donc il faut se construire un petit programme très simple, ça peut être les chapeaux de Bono, que sais-je, la sociocratie, introduction à la sociocratie. Et une fois qu'ils sont venus et que ça leur a plu, ben en général, déjà tu as fait le tas de contact, tu discutes, tu as un premier filtre qui est intéressant déjà. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que vous passiez, je sais pas, tu vois, prendre un stand, il y a des réunions avec des startups, tu vois, ou des salons avec des startups. Ben oui, par exemple. Mais quand je suis arrivé, qui est dit, ça m'intéresse beaucoup. Ben voilà, et là, tu vois, on se connaît mieux, on se dit, pourquoi on continuerait pas? J'en sais rien. C'est comme ça que ça se passe en général. Les meilleures affaires, elles se font comme ça. Tout à fait. Après, voilà, donc, et après, il faut poster, voilà, vous êtes beaucoup, donc c'est là où vous avez une force collective incroyable. Mais ça s'organise, hein, voilà. Le comment se faire reconnaître, ça c'est une activité à part entière, donc un cercle direct. Quand tu vas voir une entreprise, si tu veux faire le malin, tu peux lui dire, voilà monsieur, voilà, tout est lié, si votre... je prends cet exemple. Alors il faut le mettre en français, si vos équipes elles sont malheureuses, mais ça vous fout tout par terre. Non, parce que tu as 7 S, tu vois. Parce que les Américains ils sont trop forts. Non, mais le style, tu vois, qu'est-ce qui concerne les collaborateurs? Sans parler de l'efficience, mais tu peux dire, attendez, monsieur l'entrepreneur, votre style de gouvernance, d'accord, impacte vos collaborateurs, vos savoir-faire, et tout est dans tout. Donc, n'avez-vous pas... Je pense que d'abord, il vous faut vendre, si vous visez des entreprises, il vous faut vendre des études d'opportunité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Est-ce que vous n'avez pas un endroit où la problématique du turnover, du recrutement est particulièrement clé pour vous? Auquel cas, voilà, après, en fonction de ce que votre volonté de le faire, c'est un peu, pour moi, c'est l'axe clé. Il faut le prendre via le recrutement et le turnover. C'est le sujet. On fait une proposition par rapport à... Enfin, moi, on me propose un axe par rapport à une problématique particulière qu'on veut améliorer chez lui. Voilà, c'est ça. Qui va être souvent, d'après moi, sur ce qu'on appelle des prospects, ça va être les people, la RH, recrutement et turnover. Parce que c'est pas la stratégie, si tu veux. Donc, après, ça touche la structure, ça touchera la structure aussi, mais... Le système.
Ça touche tout, tout est dans tout. Donc, mais si tu es en prospection avec des prospects, il y a certaines choses que tu peux pas. Mollo, là. Certaines choses que tu peux pas. C'est ça. Vous ne connaissez pas. Mais n'est-ce pas le meilleur exemple, c'est de dire on a fait ça dans notre entreprise. C'est la référence. De dire voilà ce qu'on pourrait vous proposer parce que nous on a réussi à faire ça. Oui, ça c'est un début. C'est pour ça aussi, même si tu ne l'as pas fait toi, tu as le droit d'aller chercher, comme je l'ai fait là, d'aller chercher des références un peu de nature similaire, tu as raison, et de les montrer. C'est pas la peine de dire que c'est toi qui les as faites. Tu dis, moi je crois dans ma matière, à la preuve, regardez, certains ont osé et certains et ils ont réussi, tu vois, et ils n'ont pas eu de problème. C'est une blague. Ça a été vraiment. Tout roule. On t'a cru les efforts. Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tu vois? Donc, après, tu vas utiliser, même si ce sont les références des autres, c'est pas grave. Des gens qui font, d'après moi, de la gouvernance partagée ici, dans le Gard, il n'y a que vous. Après, il faut qu'ils aillent chercher des gens à Paris, je ne sais pas où. Montpellier ou à Lyon, Ouais, et en plus au-delà. Donc, vous êtes, profitez-en. Ok, j'avance. Alors, comment mixer GP organisation classique? Bon, là, je pense que ça se mixe facilement. Hein, Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux aller voir plutôt la R&D, la com, ça peut être un atelier de production. Il faut aller dans des endroits, peut-être pas directement liés au chiffre d'affaires, et encore. Qu'est-ce que tu appelles la production? Mais je sais pas, tu vas dans une usine, des gens qui font de l'assemblage de pièces complexes, j'en sais rien, tu vois, qui font de la co-construction au niveau pratique, je sais pas. Et là où ils font par exemple du lean management, ça peut être ça aussi. Donc, ok. Alors, les types de prestations, oui, je sais pas, moi c'est des études d'opportunité. C'est-à-dire avec le chef d'entreprise, regarder quels seraient les endroits où ça pourrait être intéressant et ensuite aller mener l'étude, discuter avec les gens en place pour évaluer avec eux s'ils seraient motivés pour le faire, tu vois, et ce que tu vends là, c'est des journées de travail au contact des équipes du client. Un audit de fonctionnement, tournée, gouvernance partagée, je ne sais pas. Et ensuite, ce que vous vendez, c'est de l'accompagnement, c'est mettre en œuvre un pilote sur une sous-partie de l'entreprise, une fois que c'est fait, le déployer et accompagner le changement, parce qu'accompagner le changement, c'est important pour que là, ça perdure dans l'entreprise. Mais c'est un peu toujours pareil, hein, c'est ce qu'on va vendre en prestation de conseil. On démarre par des études, des diagnostics, des études, des audits, et après on met en œuvre. On fait des recommandations, et ces recommandations, dans l'audit, on peut les mettre en œuvre, c'est ça. Ok. Conduite du changement, ça c'est pas inintéressant. Alors, conduire le changement, c'est justement, c'est pas s'adapter. C'est-à-dire, quand je fais juste des ajustements, je n'ai pas besoin de manager le changement. Par contre, quand je décide de changer radicalement à un endroit donné, parce que ça sert les intérêts de mon organisation, je suis obligé de faire un saut important. Et là, il faut faire le change management. Exemple, un bout de l'entreprise passe en gouvernance partagée. Mais là, il faut accompagner, parce que ce n'est pas les gens en place qui vont être capables de le faire par eux-mêmes. Sinon, on l'aurait fait. C'est pas qu'ils l'auraient fait, c'est qu'ils... Déjà, ils sont pris par leur propre métier, donc que leur énergie, elle est comptée, et en plus, ils n'ont pas l'expertise. Donc, en tant que consultant extérieur, tu vas les accompagner pour que, progressivement, ils se mettent en organisation, gouvernance partagée. Vous voyez à peu près?
j'avance. Alors, c'est quoi la résistance au changement? En fait, ça se passe comme ça. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, on a convaincu tout le monde qu'il faut le faire, d'accord? Donc les gens sont à fond. Et puis très vite, hop, il y a le principe de réalité, comme on dit. Et là, ils réalisent tout ce qu'il va falloir faire pour passer en gouvernance partagée. Voilà. Et donc le travail, un des travaux qu'on fait du change management, c'est de construire les solutions pour qu'ils croient à nouveau au projet. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la phase de réalisme constructif. Et enfin, ils ont retrouvé la confiance dans le projet et là tout roule. Donc on peut continuer. Donc déjà, conduire le changement, c'est aider l'entreprise à passer cette phase qu'on appelle la vallée de la mort. Alors après, voilà, je vais plus vite. On dit qu'il y a 3 types de... à quoi je vais être confronté quand je vais arriver dans une entreprise en termes de résistance au changement. C'est à des problèmes rationnels, à des problèmes émotionnels, à des problèmes politiques. Alors pourquoi j'écris ça? C'est parce qu'après il va falloir répondre à tout ça. Le travail du consultant extérieur, ça va être de répondre à tout ça. Le rationnel, ça veut dire demain, si on est en gouvernance partagée, est-ce que je serai capable de continuer à travailler cet environnement ou même est-ce que je serai utile? D'accord? Enfin, on voit très bien, alors prenons un exemple, j'informatise une grosse partie d'une entreprise qui ne l'était pas du tout, on comprend que se pose la question pour le gars de son utilité demain s'il est remplacé par un robot ou un ordinateur. Alors en gouvernance partagée, c'est peut-être un peu moins subtil, un peu moins... Mais voilà, donc après il y a de l'émotionnel, est-ce que ça me motive pour continuer dans ce contexte? Et est-ce que j'ai confiance dans ce projet? Et le dernier, c'est le politique. Moi, en tant que... J'étais patron, et moi, dans le cadre d'une entreprise hiérarchique, j'étais chef de plein de personnes. Si on passe en gouvernance partagée, je ne pilote plus personne. Est-ce que ça me plaît? C'est une question de pouvoir, d'accord? Vous voyez, voilà les questions qu'il faut se poser. Mais, bon, après, c'est mécanique. Mais c'est juste pour vous donner quelques idées de l'importance des missions qu'il peut y avoir en change management. Tout à fait. Mais ça, bon, on en conseille, ce que tu dis là, c'est quasiment du non-dit, quoi. Ah oui, ça tu vas le chercher. Tu vas le chercher. Tu vas le chercher via des interviews. Voilà. Tu vas interviewer, tu essaies de regarder si, tu je sais vas pas, si le service... ambulant, tu vas lui dire, il semblerait que... Oui, si ça concerne 40 personnes, tu vois, tu fais ton prototype de gouvernance partagée dans une équipe de 20 personnes, mais il faut que tu ailles voir les 20 personnes pour leur demander un peu comment ils se situent par rapport au projet. Est-ce que ce seront des aides pour le projet ou est-ce que ce seront des freins? Voilà, et tu essaies de les ramener. Tu es obligé de ratisser tout, quoi. Ah oui, là, tu es obligé, et tu essaies de les ramener à ça. Voilà. Donc tu vérifies, il ne faut pas que tu les laisses là, il faut que tu les re-rendes optimistes dans le projet. Bon, c'est juste pour vous donner quelques indications. Après, voilà, ça c'est un autre truc à connaître quand on fait du change management. Et ça c'est important aussi, établir le juste sentiment d'urgence à changer. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans une entreprise, pour que le projet, pour que le chef d'entreprise ait envie de changer, on l'a dit tout à l'heure, il faut bien sûr de l'importance et de l'urgence. D'accord? S'il n'y a pas d'urgence, ce sera très dur. Donc il faut essayer de trouver des sujets qui seraient urgents, pour lesquels il serait urgent d'aller vers de la gouvernance partagée. Exemple, turnover. Le turnover explose, donc il faut changer. Et la solution, c'est peut-être gouvernance partagée. D'accord? Donc ça, c'est important. Et après, il faut, donc une fois que l'entreprise accepte de changer, il faut, avec l'aide de l'entreprise, créer un groupe de leaders, développer une vision, communiquer la vision, etc., etc.
Ça, ce monsieur, c'est le pape du change management. Il s'appelle Potter. Donc, voilà, quand vous en serez là, mais il faudra que vous lisiez ce monsieur. Alors, les Par livres. exemple, excuse-moi, donner du pouvoir aux employés, c'est peut-être le truc qu'un prospect va te balancer tout de suite. Donner. Vous voulez donner du pouvoir aux employés. Oui, oui, absolument, mais peut-être que ça l'intéresse parce que entre. Si t'en parles, ça l'intéresse forcément. On peut tout perdre. C'est pas forcément une objection. Absolument. Et de toute façon, encore une fois, même de la part d'un prospect, toute objection, il doit la prendre. Le gars qui te fait une objection, ça veut dire qu'il a envie de continuer à discuter avec toi. C'est celui qui t'en fait pas qui est un mauvais prospect, tu vois. Donc si après. C'est sûr que lui, s'il veut lui pas perdre le pouvoir, il ne va pas se réorganiser lui. Mais il peut avoir envie de réorganiser dans le service de R&D, tu vois. Je ne sais pas moi. Bon. Donc des livrables. Alors qu'est-ce que c'est que des livrables? Donc déjà on a des étapes dans une mission, ça c'est important. Donc d'abord il y a la demande, je vais recueillir les... Bon, j'ai signé l'affaire, d'accord? Je vais recueillir les informations, je fais un diagnostic, je recherche des solutions, je recommande et j'applique sur le terrain. C'est toujours pareil, une mission de conseil. Bon, en sachant que voilà, souvent la difficulté elle est dans la demande. La demande, c'est quelle est la complexité, qu'est-ce qui fait que l'entreprise a mal dans sa chair. Ok, donc ça c'est les étapes de la mission. Et après une bonne solution. Voilà, elle doit donner l'urgence, une fois quand vous proposez des recommandations, elle doit dire l'urgence dans la mise en œuvre de la recommandation, expliquer vraiment l'impact qui sera atteint, mesurer, c'est-à-dire la mise en place, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, la complexité de mise en œuvre, et accompagner le changement. Ça aussi, c'est standard. Quand on fait du conseil. Et après, sinon un bon livrable, voilà, c'est clair, c'est explicite, ça doit avoir une valeur ajoutée. Donc un livrable, vous avez bien compris, si tu fais un diagnostic, ton livrable c'est le diagnostic. Si tu fais un audit, le livrable c'est le sujet pour lequel tu as été sollicité. Donc c'est clair, explicite, ça a de la valeur ajoutée, c'est fiable, c'est honnête, impartial, c'est transparent, c'est créatif, et c'est surtout également partagé avec le client tout au long de la démarche. Okay. Bon là c'est quelques principes de base que je vous donne, et après ça va dépendre bien entendu de la mission, d'accord. Mais on a compris que voilà, dans la solution, dans le livrable, on va retrouver toutes ces parties-là. On va retrouver déjà la présentation de la solution, des recommandations, il faut les expliquer. Il faut expliquer leurs priorités. Il faut expliquer ce qu'elles vont rapporter. Hein, l'impact, c'est je vous fais gagner de l'argent, je vous fais gagner du temps. Il faut que je mesure la mise en place, etc. Ça, tu vas le retrouver c'est le contenu de ton livrable. Et voilà. Faire simple. Et après, j'ai mis la posture d'un consultant pour terminer. Voilà. Alors, excusez-moi. C'est ça. En fait, le consultant en pratique, il peut avoir plusieurs rôles dans une entreprise en fonction des missions. Soit il est vu comme un catalyseur, c'est-à-dire un accélérateur, soit il est vu comme un expert, il peut être le porte-parole de la direction, il peut être un alibi pour faire passer des trucs un peu de travers, il peut être vu comme le premier ministre du client, d'accord. Peut être vu comme un danseur ou la danseuse, on dit, du client, voilà. Il peut être un homme de méthode, etc. Donc, en fait, il y a plusieurs rôles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tous ambassadeurs de Gouldana, d'une manière ou d'une autre. Oui.
Et vis-à-vis d'un client que vous aurez, par rapport à la gouvernance partagée, vous pouvez être soit là, soit là, soit là, soit là. C'est comme ça. Voilà, après, comment le danseur, c'est la danseuse, on dit toujours, c'est la, oui, lui c'est la danseuse, ou elle c'est la danseuse du patron. D'accord. Donc quelqu'un en gros qui discute beaucoup avec le patron, mais qui ça n'importe quoi. C'était quoi le truc où tu es danseur? Je n'ai pas eu le... Autre Méthodologie. Non. Méthodologie. Ouais. Méthodologie, c'est le roi de la méthode. Quoi. Voilà. Après, c'est quoi un bon consultant? Eh bien, il connaît, il a du savoir-faire et il respecte les engagements. En général, il a des compétences métiers et sectorielles, ou l'une ou l'autre. C'est un homme de méthode, il a des références. Voilà. Alors, un bon consultant aussi, ça trouve ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire qu'il est dans l'entreprise, il va accélérer des solutions pour son client. Et après, c'est quelqu'un qui a un savoir-être important, donc il a de l'esprit d'initiative, il est créatif, il sait prendre des décisions, il a du charisme, parce qu'il ne fait pas partie de l'organisation, mais il faut quand même qu'il passe au sein de l'organisation. Il est souple, il a le sens du consensus. Voilà. Bon, là, je vous ai mis un peu des généralités pour vous donner quelques points de repère. Justement, on était en train de se dire que, et ça c'est Fred qui disait ça, on n'a pas ambition de devenir des consultants. Donc au niveau de notre posture, est-ce qu'on peut se positionner vis-à-vis de prospects autrement que comme un consultant, ou alors est-ce que ça ne sera pas légitime? Moi, je crois que vous êtes obligé, si vous voulez aller porter la bonne parole, me semble, ou alors il y a des histoires de projets, de co-création subventionnée, je ne sais pas quoi, ça j'ai pas trop touché, par la région, l'État, le département, que sais-je. Et vous pourriez devenir une constituante d'un projet allant vers de la gouvernance partagée avec une entreprise qui a envie de faire, voilà, parce que vous avez déjà une expérience. Leader d'opinion, on est les référents de gouvernance partagée, donc on a... Alors, est-ce que ce genre de projet de R&D existe? Je ne sais pas, mais s'il existe, là, vous êtes plus des experts ou des gens, vous avez l'expérience, votre légitimité, c'est de l'expérience. Après, sinon, si tu te mets sur le métier de la vente de prestations, entre guillemets, ou de livrer des prestations en gouvernance partagée, vous serez vu comme des consultants. Bon, de la formation, j'ai l'air de dire, voilà, vous êtes intéressé, ben, on vient vous former à qu'est-ce que c'est une décision par consentement. Bien sûr, on leur fait vivre, on leur donne les trucs, puis on peut les suivre, peut-être pour mettre en place cet élément. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas juste avoir ce positionnement? Pour que vous réagissiez justement, d'accord? Et pour que vous vous positionnez, parce qu'être consultant, voilà, je vous l'ai fait simple, mais c'est un peu ça. Tu vois, c'est maîtriser. La conduite du changement, il faut bien comprendre si c'est une des activités les plus rentables et volumineuses pour les consultants, parce que tu es toujours en train d'accompagner techniquement la mise en œuvre de nouveaux projets. Tu es un consultant changement. C'est déjà plus problématique. Je pense que vous avez un peu de boulot déjà pour gagner en expérience, vous sentir à l'aise. Et dès que vous allez vous sentir à l'aise, moi je peux te dire, je vais commencer un peu à vous connaître, vous serez capable d'aller voir les clients en leur disant, avec un petit coup de pompe pour bien vous gonfler, mais j'ai aucune inquiétude, tous les deux notamment. Vous irez voir. En plus, on peut y aller à plusieurs. Mais vous pouvez y aller à plusieurs. On a toutes les compétences. Mais il faut que vous ayez développé l'argumentaire, tu vois. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Merci à vous. On fait pas Bruno, vous connaissez trop. Hein, donc, merci. Voilà, c'était tout.